un territoire à bâtir, justement avec le développement qu'on va vous montrer par la suite. Il y a toute une question de solidarité territoriale à mettre en place à l'échelle d'Aix-Marseille-Provence. Donc tout d'abord, on va commencer par des éléments un petit peu de contexte et des éléments de contexte et pour montrer ce qui fait spécificité sur cette métropole Aix-Marseille-Provence. Oula. Donc tout d'abord, la remise en contexte, il faut savoir que donc, la métropole elle a été créée donc, au 1er janvier 2016 comme la métropole de Paris. Cette métropole à statut particulier, elle est donc née de la fusion de 6 EPCI et du fait de ce rapprochement. Ça en fait donc la plus grande métropole française, regroupée autour de 92 communes, réparties sur 3 départements, donc le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône, pour une taille totale de plus de 3000 km². Une des spécificités de Aix-Marseille-Provence, c'est sa population conséquente répartie majoritairement sur les grands pôles urbains, qui sont donc Aix-et-Provence et Marseille, mais également sur des plus petits pôles urbains tels que Salon de Provence, Istres. Pardon. D'accord. Une deuxième caractéristique donc de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est son caractère spectaculaire du fait de sa forte présence d'espaces naturels, répartis sur plus de 2/3 du territoire, et qu'il a fallu protéger donc, de l'étalement urbain à travers des outils tels que les parcs naturels nationaux comme le parc national des Calanques ou des parcs régionaux ou des grands sites tels que la Sainte-Victoire. Une autre caractéristique de la métropole, c'est son réseau de transport qui maille le territoire autour de 7 grandes autoroutes. Mais c'est un réseau qui est essentiellement défaillant du fait de sa saturation par plus de 650 000 déplacements par jour. Enfin, un dernier contexte particulier de cette métropole, c'est son contexte politique très problématique. Donc c'est une métropole qui a été imposée par l'État et il est vrai que la seule EPCI qui était pour cette métropole, c'était donc celle de Marseille-Provence-Méditerranée. Et aujourd'hui, elle n'a pas forcément été bien accueillie par les différentes gouvernances territoriales déjà présentes. Donc, du coup, par rapport à ce contexte et par rapport aux discussions qu'on a eues, on a orienté notre travail autour d'une problématique, donc comment la création de la métropole AMP, donc Aix-Marseille-Provence, cet nouvel échelon institutionnel, a entraîné donc des changements à l'égard des politiques locales et notamment en ce qui concerne l'habitat. Donc pour notre présentation d'aujourd'hui, on l'a orientée autour de 3 parties. Donc une première partie qui va mettre en évidence le passage institutionnel à la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc quelle gouvernance a été mise en place, quels acteurs mobilisés et en quoi cet nouvel échelon a des conséquences sur l'organisation au niveau de ces acteurs et quels outils ont été mobilisés ou utilisés depuis ce passage institutionnel. Une deuxième partie se focalisera sur la question de l'habitat dans cette stratégie métropolitaine où on fera une sorte d'état des lieux de l'habitat, des inégalités dues à un contexte territorial assez particulier qu'elles peuvent engendrer et également la cohérence de ce bassin métropolitain. Une dernière partie fera le focus donc, sur les dynamiques de métropolisation entre Aix-Marseille-Provence et son arrière-pays, donc le dialogue qui peut exister entre ce territoire et les territoires environnants. Donc, Patrick. Okay. Du coup, comme on a été indiqué auparavant, la métropole AMP est composée des 6 anciens CPCI que vous pouvez voir sur la carte et qui aujourd'hui, tous ensemble, conforment cette nouvelle échelon institutionnel. Quel changement a provoqué du coup le passage en métropole? Maintenant, on est dans une institution qui va fonctionner avec 2 institutions
de gouvernance. Une première institution qui est le Conseil de la métropole, qui sera responsable de définir les stratégies et l'orientation de la métropole, que ce soit en matière d'habitat ou dans d'autres compétences. Ce Conseil de la métropole, il est présidé par M. Jean-Claude Gaudin, qui est élu et qui va être responsable, qui est un peu l'autorité de ce conseil, et il est assisté par 20 vice-présidents qui sont associés à différents services, notamment Madame Arlette Fructus, qui est celle qui est associée finalement aux questions de logement, de politique de la ville et d'habitat. À côté de ce conseil métropolitain, avant de passer au conseil de territoire, vous trouvez 2 autres organismes comme la conférence des maires et le conseil de développement, qui sont des organismes qui vont venir aider et donner des avis finalement pour des questions qui concernent la métropole et les compétences de la métropole. À côté du conseil de la métropole, on trouve le 2e échelon, un peu de proximité ou intermédiaire qu'on peut appeler, que c'est le conseil de territoire. Comme je l'ai dit, du coup, c'est le conseil, c'est l'institution, l'instance intermédiaire qui va aider finalement à la mise en œuvre des décisions et des orientations qui sont définies par le conseil métropolitain. Ceci pour garder un peu le lien avec les territoires et notamment du coup les habitants et les acteurs qui constituent la métropole. Du coup, parmi les acteurs que nous avons rencontrés dans cette métropole, nous les avons divisés en 2 catégories. La première d'entre elles sont les acteurs externes, donc tous ceux qui gravitent autour de la métropole. Donc pour mener à bien notre étude, nous sommes rapprochés des bailleurs sociaux, comme le Logirem ou promoteurs, à l'image de la Société nationale immobilière. Nous avons également rencontré les 2 agences d'urbanisme présentes sur le territoire, que sont l'OPA pour le Pays d'Aix et la GAM pour l'agglomération marseillaise. Et puis aussi, nous avons rencontré l'ensemble, pour les acteurs internes, l'ensemble des directeurs et directrices des services de l'habitat des 6 EPCI, donc des 6 conseils de territoire, qui nous ont permis de décliner les différents enjeux et les différentes organisations sur l'ensemble de la métropole et qui étaient déclinés selon les enjeux locaux. Donc à travers ce panel d'acteurs, on peut se rendre compte également, et comme l'avaient dit tout à l'heure mes collègues, qu'il y a un contexte politique difficile parce que ce contexte politique difficile se répercute aussi dans les documents d'urbanisme. Sur la métropole AMP, il y a actuellement 5 SCOT, donc on peut s'apercevoir que ce document-là n'est pas harmonisé. Cependant, il devrait être à l'horizon 2022. Cela se retrouve également pour le PLU, où il y a en ce moment 6 PLUI qui se retrouvent sur l'ensemble, 6 PLU qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire. Et à l'horizon 2020, on devrait arriver au PLUI intercommunal qui sera approuvé et donc mis en œuvre en 2020. Donc voilà, donc là, ça représente un peu tout ce qu'on a dit auparavant avec un contexte politique difficile et qui se retrouve dans les documents d'urbanisme avec une mise en œuvre qui n'est pas opportune encore. Donc voilà, donc notre partie 2 qui s'intéresse à faire un focus sur la place de l'habitat dans cette stratégie métropolitaine. Donc du coup, tout d'abord, on a essayé de comprendre comment se répartissaient donc les formes d'habitat sur le territoire. Avec ces 2 cartes, on se rend bien compte que, assez logiquement, les présences majoritaires de l'habitat collectif et des appartements se retrouvent dans les grands pôles urbains. Et également aussi donc, dans les pôles secondaires tels que Istres et Salon de Provence ou encore ou Salon de Provence. Dans une deuxième mesure, la métropole se caractérise par un nombre conséquent de maisons réparties dans les communes plus petites et qui jouxtent donc les grands pôles urbains et essentiellement autour de l'ancien Pays d'Aix. Dans une autre mesure, on s'est intéressé aussi à la prédominance de l'habitat pavillonnaire. La métropole AMP est caractérisée par une prédominance du périurbain, donc phénomène largement lié au rêve de la maison individuelle qui date des années 70 et qui ne désamplifie pas aujourd'hui, avec toujours en prendre en considération donc, un foncier de plus en plus rare lié donc, à la prédominance des espaces naturels et bien sûr une idéologie par rapport à l'étalement urbain qu'il faut complètement arrêter. Dans une autre mesure, on s'est intéressé à d'autres thématiques plus sociales. Non, plutôt. Donc là, on continue sur l'habitat privé. Oui. Donc cette carte met en évidence
l'habitat dégradé sur la métropole Aix-Marseille. Donc, comme on peut le constater, il est majoritaire dans les grands pôles urbains, que sont Marseille ou Aix-en-Provence, avec une part importante de l'indignité et un rapport finalement à ce que vient de dire Clotilde sur le pavillonnaire et dans les espaces plus résidentiels. Et donc un phénomène qui est très présent notamment sur la ville qu'on peut considérer comme la ville sainte qui est Marseille. On constate donc que le bâti est fortement dégradé, notamment dans les quartiers nord de la ville. À travers, on a mis en évidence deux exemples qui mettent en évidence le bâti dégradé sur la ville de Marseille, notamment à travers les grandes copropriétés. Il faut savoir que sur la métropole Aix-Marseille, on a plus de 6000 copropriétés dégradées, que ce soit du petit, des moyennes et des grandes copropriétés. Donc notamment avec le parc Corot, qui est une des plus grandes copropriétés dégradées. Mais elle se répercute aussi sur le centre-ville de Marseille, donc le quartier Saint-Mauron, où là on a des plus petits collectifs et avec de forts taux de dégradation et d'indignité. Comme je le disais également aussi, donc on se rend compte que dans les grands pôles urbains, il y a un taux de vacances important. Et ce phénomène-là est aujourd'hui une préoccupation parce qu'il est très fort, notamment sur la ville de Marseille, qui est quand même la deuxième polarité de France, enfin la deuxième ville plus grande de France, et où on retrouve un taux de vacances assez considérable dans son centre. Et donc ça doit être un enjeu qui doit être pris en compte dans l'élaboration donc du futur PLH métropolitain qui est aujourd'hui en cours d'élaboration. Du coup, on a vu avec ce petit diagnostic sur un peu la question de l'habitat à la métropole AMP qui a plusieurs difficultés, que ce soit au niveau du tissu pavillonnaire qui est prédominant sur l'ensemble du territoire ou sur certaines communes spécifiques, notamment des communes résidentielles, que ce soit le problème des logements vacants et un autre problème que moi je vais vous présenter maintenant, c'est du coup l'inégalité ou la répartition des logements sociaux, que c'est une des grosses problématiques auxquelles le PLH métropolitain par la suite devra répondre. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une fracture entre le nord et le sud au niveau de la métropole, un nord qui est caractérisé plutôt par des populations aisées et un faible taux de logements sociaux, alors que le sud, il se caractérise plutôt par un taux de logements sociaux assez élevé, malgré les législations qui existent aujourd'hui et qui imposent du coup des pourcentages, notamment de 25% avec la loi du flot, à ces communes qui sont en carence aujourd'hui. Du coup, par la suite, quand on va vous présenter un peu le contenu des PLH, vous allez voir que la problématique des logements sociaux, ça revient tout le temps et finalement justifie un peu le projet métropolitain pour essayer de créer un meilleur équilibrage ou répartition plutôt des logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Pour prendre la suite de Patrick, on peut s'apercevoir que la répartition des logements sociaux se retrouve avec la répartition des quartiers politiques de la ville. Donc si on regarde la carte de droite, on s'aperçoit en tache rose que les quartiers politiques de la ville sont essentiellement concentrés sur la ville de Marseille et à l'ouest de la métropole avec des villes comme Miramas, Marignane, mais également Martigues. Et si on zoome sur Marseille, cette fois, on s'aperçoit que l'ensemble ou une très grosse majorité des quartiers QPV est concentrée sur le centre-ville de Marseille, qui fait partie de l'opération Grand Centre-Ville et qui comprend une thématique très fortement liée à l'habitat dégradé, à l'habitat indigne, mais également des QPV dans les quartiers nord, qui font référence cette fois-ci aux 17 grands projets en rue d'opération de renouvellement urbain, autant dans le premier programme national de renouvellement urbain que dans le second actuellement en cours de signature. Du coup, comme je vous disais auparavant, avec les différentes difficultés qu'on a vues un peu et qu'on a présentées avec les différentes cartes à l'échelle de la métropole AMP, on a fait un travail de repérage des différents contenus des PLH, notamment des PLH qui composent du coup la métropole, les 6 PLH,
Et on a fait un peu un travail de comparaison entre ces documents. On a remarqué du coup qu'il y a des intérêts et des propos et des missions différentes qui changent en fonction du territoire, évidemment, puisque les difficultés ne sont pas les mêmes dans tous les territoires. Mais on voit finalement au moins une similitude ou une homogénéité dans la lutte contre l'étalement urbain, contre le tissu pavillonnaire, mettre en place des politiques de l'habitat qui soient articulées autour du développement durable et du coup d'une meilleure distribution un peu de la richesse pour les populations. On trouve par contre beaucoup de différences, beaucoup justement de différences qui vont montrer un peu la complexité de ce sujet pour la métropole AMP, puisque comme on l'a dit auparavant, c'est une institution assez nouvelle qui a encore de mal à s'affirmer et à trouver un peu toutes les modifications que le passage aux métropoles va provoquer au niveau des politiques de l'habitat. Il faut rappeler que donc on est sur des PLH, donc là on a 6 PLH qui correspondent aux 6 anciennes EPCI et qui sont tous, à part celui du Pays d'Aix, de première génération. Donc on est sur des PLH qui présentent des grandes orientations, des grandes stratégies, mais qui finalement ne présentent pas des réels champs d'action. Ou voilà, on reste quand même sur des grandes orientations. Donc pour prendre la suite et toujours en ce qui concerne le contenu des PLH, vous pouvez le voir en haut, c'est la frise chronologique qui présente donc les 6 PLH présents sur l'ensemble de la métropole. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec une approbation qui devrait avoir lieu en 2020. Donc nous, dans notre analyse de ces 6 PLH, on s'est rendu compte qu'il y avait des points de convergence qui étaient assez forts, notamment développer l'offre en logement social et privé pour répondre aux objectifs de la loi Duflot, parce qu'on sait que dans la métropole AMP, il y a énormément de territoires et de villes qui sont carencés sur cet aspect-là et qui sont assez loin des 25%. Donc là, on sent que c'est un enjeu qui est très prégnant. Ensuite, il y a un fort volet qui est sur l'éradication de l'habitat indigne. Voilà, comme on l'a présenté précédemment, il y a des poches de pauvreté, que ce soit à Marseille, à Marignane, dans des villes du pourtour de l'étang de Berre qui sont assez industrielles et ouvrières. Il y a également un fort accent sur la réhabilitation de l'habitat privé pour correspondre aux normes énergétiques. Il y a également la volonté d'atteindre un urbanisme maîtrisé. Comme l'a dit tout à l'heure Clotilde, on est sur un territoire qui est extrêmement vaste, où il y a énormément de pavillonnaires qui s'étalent et qui grignotent la nature petit à petit. Donc là, on sent que les pouvoirs publics se sont saisis du problème et mettent vraiment en action tout ce qu'ils peuvent pour justement favoriser cet urbanisme maîtrisé. Et enfin, il y a développé le logement aux personnes spécifiques et ou défavorables pour faciliter leur insertion sur le marché du logement et qu'ils puissent trouver des logements conformes à leurs besoins, à leurs attentes. Cependant, il y a quelques points de divergence qui sont certes mineurs, mais qu'on a quand même repérés et qu'on a voulu vous présenter ici. Donc c'est un niveau de détail selon les PLH. Comme l'a dit Mélissa, les PLH ne sont pas forcément tous de la même génération. Il y en a qui sont plus ou moins avancés, qui avancent plus ou moins de détails. Le PLH d'Aix, par exemple, est celui de la seconde génération, donc il a des objectifs chiffrés très précis et très pointus, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du PLH de Marty, qui est beaucoup plus, qui rentre moins dans le détail et qui est beaucoup plus vaste et moins objectif qui avance moins de chiffres à atteindre. Et aussi, ce qu'on peut dénoter, c'est un vocabulaire différent qui est mentionné dans les différents PLH, mais ce sont des différences mineures car les objectifs sont plus ou moins les mêmes. Donc dans cette troisième partie, on va essayer de comprendre donc, du coup, l'intégration de la métropole par rapport au reste de son territoire. Tout d'abord, à travers l'attractivité de la métropole avec ses territoires en frange. Donc comme nous avons pu le voir, la métropole, elle est à la fois attractive et complexe avec ses propres territoires, mais il est vrai que les populations dépassent largement ses seules limites administratives. Et en découle la carte sur les domiciles travail. Donc cette carte met en évidence les grands pôles qui existent donc sur la métropole, Aix-Marseille, mais aussi les pôles qui gravitent autour de notre métropole Aix-Marseille-Provence. Donc comme on peut le constater sur cette carte, l'essentiel des déplacements domicile-travail s'effectue dans le périmètre d'AMP.
Donc finalement domicile-travail, donc bassin d'emploi reliant les bassins de vie. Donc on peut considérer donc ce périmètre comme pertinent parce que il regroupe aussi l'ensemble des bassins économiques et qui sont reliés au bassin de vie. Néanmoins, on constate qu'il y a aussi des déplacements domicile-travail qui s'effectuent à l'extérieur de ce périmètre-là, notamment vers Arles ou vers Avignon, à l'ouest de la métropole. Alors on peut se poser la question de pourquoi ce périmètre-là et pourquoi il n'est pas étendu plus vers l'ouest ou plus vers l'est. Hein. C'est notamment le cas aussi pour Saint-Maximin ou Manosque, plus au nord. Ce qu'on peut constater notamment pour l'ouest, c'est que la communauté d'agglomération de Arles est la seule des EPCI qui n'est pas rentrée dans la métropole dû à un contexte politique compliqué. Donc on peut se poser la question du périmètre par rapport à ce contexte politique-là. Également, dans une autre mesure, on a essayé de s'intéresser donc au solde migratoire négatif. Donc, certes, le territoire de la métropole est très actif avec son ouest par rapport au domicile-travail, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un solde migratoire négatif en direction donc, de l'aire toulonnaise et de l'est varois. C'est notamment lié donc, comme principal facteur donc, l'attractivité résidentielle, avec plus de 1/3 des ménages quittant un appartement de la métropole AMP pour habiter dans une maison individuelle donc sur l'est varois ou l'aire toulonnaise du fait de son prix beaucoup plus attractif que sur la métropole. Cumulé à cette attractivité résidentielle, le phénomène d'accession à la propriété est largement aussi développé donc sur l'est varois. Également, dans une autre mesure, on a également aussi un solde migratoire négatif en direction donc, de Pays d'Arles, lié notamment donc, avec ces déplacements domicile-travail, mais également donc, avec le Sud-Luberon et le SCOT de Cavaillon. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a une dynamique, ou du moins un échange de population entre le trajet domicile-travail, donc comme l'a dit Clotilde, avec le Pays d'Arles, mais également avec Avignon, plus au nord, qui dispose, elle, du Grand Avignon. C'est une communauté d'agglomération qui a été créée au début des années 2000 et donc qui bénéficie déjà d'un réseau bien structuré et bien identifié. Et encore plus à l'ouest, cette fois, vers Nîmes, dans le Gard, qui là aussi est une communauté d'agglomération créée dans les années 2000 et là aussi qui bénéficie d'un réseau qui est bien structuré et donc qui rentre un peu en choc avec la nouvelle métropole AMP. Et on s'aperçoit qu'il y a des échanges et des navettes entre domicile-travail et les gens qui souhaitent partir de la métropole AMP se réfugient dans ces franges côté est, donc côté varois, et côté ouest vers Nîmes, Avignon et le Pays d'Arles. Donc pour finir, à l'heure où s'organisent donc des groupes de travail sur la question de l'habitat, donc comme on a dit, le PLH il est en cours de construction. Donc ces questions de l'habitat à l'échelle de la métropole se pose la question donc d'une nouvelle forme d'organisation donc de ce territoire sous forme de bassin de vie ou d'une gouvernance par balai pour essayer de mieux intégrer donc ces transitions entre domicile-travail et donc aussi ce développement donc du solde migratoire négatif. Également, pour conclure, on a essayé de cibler plusieurs après donc à l'issue de notre travail. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire de notre métropole, c'est que certains axes sont bien identifiés par les pouvoirs publics, notamment l'intervention sur le logement locatif social qui apparaît comme une priorité, l'attractivité économique et touristique, car comme l'a dit Patrick, il y a 20 vice-présidents à la métropole, mais celui qui est délégué à l'attractivité économique et au tourisme sont dans les 5 premiers. Donc ça montre bien l'accent que souhaite mettre en œuvre la métropole et la réflexion aussi autour de la mobilité et des transports qui sera un des principaux enjeux de demain. Et juste un dernier mot, en fait, c'est pour retourner à l'habitat privé, le titre « Le grand oublié des politiques publiques de l'habitat ». On avait dit qu'il y a des politiques et des PLH qui tiennent en compte, bien sûr, de l'habitat privé, comme on a dit avec le tissu pavillonnaire, mais quand même, il reste, si on compare avec les questions de l'habitat social, pour la métropole au moins AMP, il reste en
dans un degré d'importance inférieur, notamment pour ce qui concerne la copropriété, avec des questions sociales assez importantes et des niveaux de dégradation qui devraient être pris en compte par la suite dans le PLH métropolitain dans les années 2020. Super, non? Ça marche. Des questions, y a-t-il des observations, questions? des critiques? Voilà un challenge de cette métropole ALP, effectivement qui a accouché avec les forceps, voire plusieurs forceps. Par contre, effectivement, dans votre présentation, il y a quelque chose qui est peut-être pas assez signifiant. Vous parliez que les transports seraient le problème de demain. Je pense qu'avec une rocade L2 décidée en 33 dans les premiers coups de pioche en 3-4 ans, je pense qu'effectivement, la question des transports est une préoccupation depuis une vingtaine d'années. Et je pense qu'effectivement, l'adéquation entre emploi, travail et l'héritage d'une urbanisation par coup de grandes opérations dans les quartiers nord ou à Istres, Miramas et autres sont, à mon avis, un défi de ce territoire avec l'habitat privé, vous l'avez dit, une précarisation du centre ancien de Marseille. Aix-en-Provence, c'est moins visible, mais effectivement, là, on a un vrai sujet. Et le fait qu'effectivement, on quitte le périmètre de cette métropole qui est pratiquement de la taille du département, pour aller plus loin, sachant qu'on est déjà sur des transports ou de qualité médiocre ou saturés. Et c'est vrai que la question du fonctionnement de ce territoire-là est effectivement un grand enjeu. Alors que Arles ne soit pas dedans, c'est un peu problématique. D'un autre côté, il y a une discontinuité entre le bassin d'Arles et Marseille, une forme de discontinuité. Mais effectivement, c'est la question des transports qui, moi, me semble absolument majeure. Et là, je ne vois pas de solution à court terme, à part effectivement sur le territoire de la ville de Marseille. Mais il y a des choses qui se font. Mais à l'échelle métropolitaine, je pense qu'on est très très loin du compte. C'est vrai qu'après, pour la question de la mobilité, il y a le livre blanc de la métropole qui décline justement les grands enjeux que vous présentez ici. Mais c'est vrai que ça sera, par exemple pour les extensions du tramway, ça sera à l'horizon 2025. Donc c'est vrai qu'on est sur cette temporalité-là et il n'y a pas à court terme de grosses opérations d'envergure, que ce soit pour relier des autoroutes entre elles ou de ce genre-là prévues à court terme. La seule opération qui pourrait qui aura lieu à court terme sera le prolongement et la terminaison de la rocade L2 pour relier l'autoroute nord à l'autoroute est qui permet de rejoindre Aubagne et Toulon. C'est vrai, et clairement, effectivement, le TER entre Marseille et Aix, je me rappelle quand j'étais étudiant dans votre institut, il y a déjà longtemps, c'est une catastrophe, mais c'était encore pire. C'était quand même de l'ordre du folklore. Et également le fait qu'on ne puisse pas aller à Aix-TGV en transport en commun. La seule grande innovation de ces 15 dernières années, c'est quand même qu'il y a une gare à l'aéroport. Enfin, c'est quand même, on n'est quand même pas à l'échelle. On a agrandi d'une station ou deux le métro. Après, bon, il y a des situations très complexes sur Marseille. Mais c'est vrai que cette question entre transport, habitat, clairement la situation de plan de campagne qui est très mal desservie, et qu'on continue à étendre, c'est extrêmement préoccupant en termes de métabolisme de gaz à effet de serre ou de congestion. C'est vrai que là, c'est vrai que cette question-là, elle est quand même au-delà de l'habitat. Il y a aussi cette question-là. En gros, on a un parc logement public qui est pourri, inadapté. Privé aussi. Et puis, le privé, effectivement, des UP qui ont été créés, qu'on dire sans être connectés au reste de la ville. Enfin, c'est considérable comme chantier. Après, la prolongation du tramway a une desserte essentiellement locale pour les Marseillais. Et c'est vrai qu'à plus long terme, à l'échelle de la métropole, on va devoir se poser la question, par exemple, des trajets en bus. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il est très difficile de relier Salon à Martigues ou Martigues à Aubagne. Donc c'est vrai que, voilà, où à chaque fois on est obligé de passer par Marseille pour changer de ligne, ou c'est une galère sans nom. Donc le prochain grand objectif va être de pouvoir relier ces petites polarités entre elles pour faciliter les déplacements sur le territoire. Et je voulais préciser, tout à l'heure, j'ai parlé de 6 PLU. En fait, c'était 6 PLH, bien évidemment. C'est moi qui me suis trompé. 92 PLU. Pardon ? Non, pas encore. Non. Il y a eu un
Justement, ça va être à l'horizon de 2020 et là, en 2019, il y aura l'enquête publique, donc tout devrait normalement avoir lieu en 2020. C'est la métropole qui implique le PU. Exactement. En remarque, pardon, oui, Peggy Rousselot de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. En remarque, je tiens quand même à vous préciser que depuis le livre blanc, il y a eu un agenda de la mobilité qui budgète un certain nombre de projets, une quinzaine, pour un montant de 5 milliards d'euros. Et je voulais vous rappeler également que les projets transport, ce sont des projets qui sont lourds à réaliser. Et 2025, c'est plutôt du court terme. Ensuite, j'avais une question à vous poser. Effectivement, Aix-Marseille-Provence est une métropole spécifique puisqu'elle est née de la fusion de 6 intercommunalités qui sont devenues 6 conseils de territoire. Est-ce que vous avez étudié plus avant la place des conseils de territoire dans la politique de l'habitat? Et question complémentaire, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la question du budget de la politique de l'habitat au sein de la métropole? Voilà, merci. Aujourd'hui, la question de l'habitat à l'intérieur des conseils de territoire, ça se résume principalement par des groupes de travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des alliances. On est plus... en fait, le conseil de territoire, c'est plus de la gestion et du maintien entre cet échelon qui est le conseil de la métropole, en fait, qui est l'organe un peu délibérant de la métropole, et l'échelon communal. Donc on a un échelon qui se veut intermédiaire, où c'est plus de la gestion et du maintien, et qui va jouer un rôle un peu intermédiaire et assurer une gestion de proximité, on va dire, plus voilà. Après, sur la deuxième question, sur le budget, c'est vrai que c'est pas une question sur laquelle on a travaillé, non. On n'a pas forcément de chiffres ou de... Et pour les conseils de territoire, en fait, on a mené des entretiens avec des DGA, du coup, des conseils de territoire, et eux, ils nous ont affirmé finalement que c'est une machine qui est en train d'être construite. Du coup, on ne voit pas encore les changements au niveau institutionnel de passage en métropole. C'est tout le temps, finalement, c'est les EPCI qui continuent à réaliser leurs fonctions et leurs compétences en matière d'habitat. Pour le budget, par contre, on n'a pas une réponse, on n'a pas un montant à vous donner sur le budget qui est attribué à la politique d'habitat. Mais, ouais, ça, je sais pas. Ça, Oui, j'avais une question. Donc, vous insistez sur la complexité politique de mise en place de cette métropole. Et du coup, je voulais savoir, au vu des entretiens que vous avez eus avec les acteurs, les professionnels de l'habitat, est-ce que ça leur complique la tâche à l'heure actuelle? Ils ne savent pas quels sont leurs interlocuteurs, leurs référents? Ou au contraire, ils continuent, comme vous le disiez, comme auparavant, ou voire même ça leur donne une marge de manœuvre? Non, exactement. C'est que ça complique un peu la tâche des techniciens, puisque forcément, il y a un temps... Déjà, il y a un temps d'adaptation, puis il y a un temps de validation qui est beaucoup plus long, puisque la hiérarchie augmente, et donc il faut faire valider par plusieurs personnes avant de pouvoir prendre une décision. Donc c'est des allers-retours qui sont complexes et qui font perdre un peu de temps dans les projets. Après, c'est vrai que la création de la métropole aussi rend difficile des missions qui paraissent toutes simples. Par exemple, pour lancer un marché public, il faut avoir l'aval de la métropole, et on se rend compte aussi que, par exemple, entre une commune qui a, par exemple, ses grilles d'analyse, son mode de fonctionnement, elle doit s'adapter au mode de fonctionnement de la métropole. Donc là aussi, ça rend complexe les opérations, et ça fait perdre pas mal de temps. On se rend compte également que plusieurs directeurs qui étaient dans ces directeurs de l'habitat, qui étaient dans ces conseils, qui sont aujourd'hui dans ces conseils de territoire, ont souvent la double casquette du coup, et doivent assumer donc plusieurs rôles, un rôle à l'échelon métropolitain, mais à l'échelon encore interco. Donc ça rend complexe aussi leur travail en interne. Donc voilà, il y a toute une question de réorganisation, et ça va se faire progressivement. C'est tout récent aussi, hein. Je crois que ça a été voté en mars, l'organigramme des services techniques.
Donc c'est tout récent, donc on est encore dans un rodage et des choses à mettre en place. Oui, tout à l'heure j'ai évoqué à propos de Grenoble donc la difficulté d'aller vers une culture commune. Je pense que ici on est encore à un autre échelon, mais dans le même temps j'évoquais le fait que certains enjeux étaient favorables à un travail pour améliorer la culture commune, et en particulier ici. Quand on compare vos différents PLH, on voit qu'il y a là une occasion ou jamais d'aborder des questions de fond. Bon, vous avez déjà commencé en identifiant les points de convergence, les points de divergence. Ce qu'on remarque aussi, c'est une différence, on va dire, de génération entre les PLH, mais c'est un euphémisme, puisque certains semblent avoir définir quelques orientations vaguement générales, et si j'ai bien compris, sont très loin de toute opérationnalité. J'ai noté aussi qu'il y a 6 PLH, mais il y a un seul territoire qui est doté d'un observatoire de l'habitat. Ce qui revient à dire qu'effectivement, on peut toujours conduire une voiture sans regarder la route, ou une politique de l'habitat sans avoir une idée de l'impact qu'elle a. Donc là, on voit bien qu'il y a des enjeux. Mais sur cette étape que vous allez aborder, d'aller vers un unique PLH, ma question est, le choix qui a été fait, allez, je vais caricaturer, est-il celui d'une élaboration technocratique d'un PLH unique, ou est-il de se saisir de cette occasion pour amener les élus en charge de l'habitat sur les 6 conseils de territoire actuellement, sur les 6 actuels, à avoir une réflexion commune et à associer les élus de leur propre territoire. Parce qu'en fait, c'est là qu'est l'enjeu finalement. Donc justement, en fait, aujourd'hui, on était dans un PLH transitoire. Donc c'était juste coller les 6 PLH des 6 anciennes EPCI pour en faire un espèce de socle. Mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi à peu près que tous les conseils de territoire se sont alliés autour de groupes de travail pour essayer de réfléchir à un PLH commun avec plusieurs orientations communes. Alors oui, c'est vrai que les territoires sont tellement différents. On a vu avec Marseille où la problématique des copropriétés dégradées était fondamentale, alors que le logement social, c'était pas forcément c'est une priorité, mais un peu moins que par exemple les communes de l'ancien pays d'Aix. Donc aujourd'hui, oui, il y a des groupes de travail. Ils commencent à sortir des grandes orientations. Et normalement, c'est vrai que le PLH devrait sortir prochainement. Donc on en saura un peu plus d'ici 2020. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est compliqué pour vraiment témoigner sur cette métropole, c'est qu'on a un manque de recul de par sa création qui date du 1er janvier 2016. Tous les organigrammes ne sont pas formés. Donc c'est vrai qu'on a du mal à voir concrètement, on a des bribes d'informations, mais on a du mal concrètement à savoir comment la métropole va se répercuter sur le statut des agents et des techniciens. Voilà. On sait que le transfert, par exemple pour la ville de Marseille, le transfert des agents ville se fera avant la fin de l'année où ils seront délégués à la métropole. Donc voilà, là on aura vraiment un aperçu de ce que donnera le travail métropolitain. Oui, je vais être très, très rapide. Pour moi, Denis Hersac, DHUP, c'est pour moi le problème le plus grave, effectivement, c'est le problème de l'habitat, et essentiellement sur la ville de Marseille, aussi bien au travers des copropriétés dégradées que du parc ancien dégradé. Je tiens aussi à signaler que si on considère qu'un arrondissement, ça correspond à une ville, il faut savoir que parmi les 15 villes de France les plus pauvres, on trouve 5 arrondissements de Marseille. Voilà. Et donc, moi, je me pose des questions sur le devenir, effectivement, de cette métropole et comment on va régler les problèmes d'habitat. Voilà. Puisque, je vais être un peu sévère,
Mais c'est vrai qu'il y a eu une carence politique totale depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et je vous conseille de lire, enfin je ne sais pas si elle n'est pas publiée, mais une thèse qui porte justement sur les villes de Grenoble, Lyon et Marseille, sur les politiques publiques, sur les copropriétés dégradées. Et c'est très très intéressant. Voilà.